À 13h03, on va rejoindre notre chroniqueur professeur au George Mason University et également économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Bien content, mais là, je redis encore. Bonne année, Vincent. Comment ça va? Bonne année. Écoute, je pense que c'est la troisième fois que je le dis aujourd'hui. Tant qu'on parle à des gens qu'on voit fréquemment, mais qu'on les a juste revus pour la première fois de l'année, tant que c'est pas avant le 30 janvier, c'est la politesse indique qu'il faut dire bonne année. Il y a comme une ambiguïté. Là. Moi, je m'étais fait dire trop tard. En même temps, personne meurt, fait que je le dis pareil. Non, c'est comme, si c'est quelqu'un que tu connais pas ou qui t'intéresse pas puis que c'est pas un ami, pas besoin après le 3 janvier. Mais si c'est quelqu'un que tu apprécies, là, après le 3 janvier, il faut que tu continues. Des bonnes années en passant, là, j'en donne pas à tout le monde. J'en donnerai certainement pas à l'Agence du revenu du Canada et au gouvernement du Québec. On va jaser de l'histoire de l'impôt sur le gain en capital qui avait été lancé, puis là, j'en jasais avec Pat juste avant, puis peut-être tu vas pouvoir m'éclairer. Là. C'était pas au budget, c'était au premier ajustement. C'est ça, au premier... c'est quand? Mise à jour? La première mise à jour économique, c'est ça? Écoute, si je me souviens bien, c'est quand le fédéral en avait parlé, je pense qu'ils ont proposé de l'augmenter en juin 2024. Oui, c'est ça. Mais je me souviens pas si c'était une annonce ou si c'était dans le budget. Les dates me sont... Il me semble que c'était une mise à jour, mais peu importe. Ça a été annoncé, puis on avait C'est très récent. Là. On avait parlé moins de 6 mois. Beaucoup de ça. Parce qu'évidemment, ça reste une hausse d'impôts pour une partie de la population. Et là, il y a quand même quelque chose... En avril, si en avril? Mes recherches sont bonnes. En avril pour l'appliquer en juin. OK. Donc, pour l'appliquer. Par contre, là, de ce que je comprends, c'est pas encore passé. Ça n'a pas été voté. On le sait que le Parlement est bloqué depuis des mois et des mois. Là, le Parlement, c'est encore pire. Il est prorogé. Donc, on n'aura certainement pas de débat là-dessus. On est dans un peu les limbes, c'est-à-dire que là, ce projet de loi-là, on sait qu'il existe. Il n'a pas été voté. Et pendant les fêtes, j'avais vu passer ça, l'Agence du revenu du Canada a décidé de l'imposer quand même sur les prochains rapports d'impôts donc qui s'en viennent. Et le gouvernement du Québec va suivre. Et là, écoute, j'ai 1000 questions, mais tout d'abord, peut-être réexpliquer là, la très mauvaise idée de hausser l'impôt sur les gains en capital. Écoute, c'est de toutes les idées... Fait que, regarde, je vais y aller comme ça. Si tu prends les études qui regardent, font des simulations des coûts économiques de la taxe sur le gain en capital, pour chaque dollar d'augmentation de taxe sur le gain en capital, tu réduis l'activité économique de presque 2 $. Hey. Il n'y a aucune taxe qui a autant d'effets négatifs que ça. Les autres taxes, il y a une partie que c'est de la redistribution, comme par exemple la taxe de vente, c'est 18 à 30 sous. Donc oui, tu collectes des contribuables, mais tu ralentis un peu l'activité économique, mais pas par autant que les revenus que le gouvernement a collectés. Celui-là, c'est celui que le gouvernement se garantit de perdre des revenus dans l'avenir. Et j'ose te demander pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se retiennent comme ça après? Bien, il y a deux raisons. C'est que le capital est très facilement mobile. Donc, si je peux faire des investissements puis que je peux les déplacer à d'autres endroits dans le monde, ben je vais le faire. Donc, ça limite l'investissement étranger. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de l'investissement. Ben, l'investissement est beaucoup plus élastique parce que les gens peuvent changer de place. Mais aussi, ça a un effet très important pour ceux qui sont au niveau domestique, donc disons un petit entrepreneur, c'est qu'au lieu d'essayer de partir sa petite business, de former du capital via cette entreprise-là, il va juste rester comme un travailleur salarié dans une autre industrie. Donc, tu décourages la formation de capital au niveau local. Et quand tu décourages la formation de capital, ça veut dire moins de gains de productivité, des salaires plus bas, moins d'épargne qui vont dans les banques aussi indirectement, qui financent d'autres investissements. Le résultat, c'est que cette grande réduction de l'activité économique dans le long terme, c'est de toutes les taxes, c'est la plus contre-productive, et le fait que c'est celle-là qui a été décidée d'augmenter pour fermer l'équilibre, le déficit budgétaire, c'est d'un ridicule consommé. Moi, là, je vais y aller direct. Là. Est-ce que c'est du vol à ciel ouvert? Je m'explique, ça n'a pas été voté. Il y a des fonctionnaires, des non-élus qui vont l'appliquer pareil, que ce soit Revenu Canada. Après ça, Revenu Québec dit, ben, nous autres, on fera pas de... Nous autres, on se colle là-dessus. Oui, ben c'est ça. Nous autres, on n'ira pas récolter plus d'impôts, puis finalement, on se revient de bord, puis on se colle là-dessus.
Si ça n'a pas été voté, moi, je ne sais pas quoi faire En passant, tant que c'est citoyenne. encore à l'étape, cette loi-là est encore à l'étape de motion. Là. Fait que c'est-tu du vol? Est-ce qu'on est en train de venir me voler quelque chose qui m'appartient, qui n'a pas été voté? Parce que là, si on C'est-tu commence... légal? C'est-tu légal? Je Écoute, comprends pas. Contrairement à beaucoup de gens, quand je ne sais pas la réponse à une question, j'ai pas de problème à dire je ne sais pas. Comme je ne suis pas juriste, je ne me prononcerai pas sur l'aspect légal. Mais je peux dire que il n'y a même pas de justification économique pour l'avoir fait pour commencer. C'est vraiment ça que je pense qui est encore plus important. C'est pas comment est-ce qu'ils vont appliquer une mauvaise idée. Est-ce que légalement, ils appliquent une mauvaise idée? C'est une mauvaise idée. Oui. Il n'y a aucun doute que la taxe sur le gain en capital est une mauvaise idée. C'est une des taxes, comme je dis, qui est les plus négatives sur l'investissement, mais aussi, puis ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas. Fait que là, petite description. Ouais. La taxe sur le gain en capital, c'est pas vraiment une taxe. Ce que c'est que c'est une exclusion. C'est-à-dire qu'on dit qu'une certaine proportion d'un gain en capital va être exclue de la taxation. OK. Les gens disent, ben, c'est pas juste, c'est-à-dire que les gens qui gagnent des gains en capital se font traiter différemment que le petit salarié. Peut-être, mais la différence, c'est qu'ici, en fait, pas peut-être, pas du tout, parce que la différence, c'est que les gens, il faut comprendre ça, c'est vraiment important. La raison que cette exemption-là, qu'elle existe, c'est parce qu'il y a l'inflation. Si tu achètes un investissement aujourd'hui et que ça prend 30 ans à maturer, si je déclare un gain de capital de 100 000 $, c'est pas 100 000 Ouais. en dollars de quand j'ai fait l'investissement. C'est 100 000 $ en dollars d'aujourd'hui. C'est possible que ce 100 000-là de gain de capital entre les deux moments veulent peut-être même juste 25 000, 30 000 $. Fait que tu es en train de taxer l'inflation, ce que tu ne devrais jamais faire. C'est ça le gros problème d'augmenter l'exemption, c'est que tu te mets à taxer de l'inflation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont arrêter de faire des investissements de long terme, où est-ce que l'inflation peut être plus un sujet. Ils vont se tourner vers des investissements de court terme. Ça veut plus dire autant d'investissements dans de la machinerie, dans certains types de capitaux. Tu es en train même de changer le type d'investissement qu'on fait. Quand je dis que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée à travers la ligne. Il n'y a aucune manière que tu augmentes ça et que tu as des résultats positifs. Bon. En fait, ce que je viens de décrire, c'est la raison que une des choses qu'on trouve, c'est que si tu regardes, par exemple, les taux d'innovation, donc les dépenses en recherche et développement ou le capital, le venture capital ou les startups d'entreprise, ce que tu vois, c'est que toutes ces trois mesures-là, qui sont des super bonnes mesures de l'innovation, réduisent massivement. Ben oui. Avec les taxes sur le gain en capital. Et là, on traîne de la patte. Massivement, c'est super gros. Là, on parle d'une augmentation de 1% de la taxe sur le gain en capital en termes de poids peut réduire, par exemple, le taux de création d'entreprise par 1 par 100 000. C'est à peu près comme 7 à 8% du taux de création d'entreprise que tu as. C'est gigantesque. Là. Les effets sont gigantesques. C'est la pire politique publique qui est avancée. Est-ce que, puis je te demande à brûle pour point, est-ce que tu as des exemples dans le monde où ça s'est fait, ça s'est mal terminé? Oui, ben en fait, des exemples de taxes sur le gain en capital. En fait, soulignons... il y en a déjà. Il y a des pays que ça leur cause énormément de problèmes. Par exemple, ceux qui ont de la difficulté à attirer beaucoup d'investissements, tu as la Turquie, tu as la Corée du Sud. Ils ont beaucoup de difficultés à fermer l'écart. Par exemple, la Corée du Sud. La Corée du Sud, en fait, a le taux de taxation sur le gain en capital. Donc, le taux maximum sur les gains en capitaux est 49,5 en Corée du Sud. Et c'est... Donc, 49,5% des gains sont inclus. C'est gros, là, et ça leur cause de la difficulté à attirer de l'investissement. Par contre, des pays comme la Suisse, eux n'en ont pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a zéro des gains en capital qui sont inclus et ils sont capables d'attirer énormément d'investissements de l'étranger. C'est pourquoi la Suisse demeure un pays qui est en avant de tous les autres. Et en fait, ce que tu remarques, ça c'est une chose que tu peux voir, c'est que les pays qui ont la capacité à croître plus rapidement que d'autres, c'est généralement des pays qui mettent peu de taxes sur le capital. C'est vraiment important de ne pas taxer le capital. En fait, de taxer le moins possible. Ouais. Mais si tu dois choisir quoi taxer, le capital,
n'est pas quelque chose que tu veux taxer. Ouais, c'est ça. Pourquoi on est tous idiots? Excuse-moi, Jessie, par rapport... Je pense qu'on a la même question. Bon, parce que moi, ma question, c'est pourquoi un politicien, mettons, sachant tout ce que tu viens de dire, puis ça semble être du stuff d'économiste. Là. Tu dois pas être le seul à penser ça. Là. Non, ce que je dis, c'est super standard. Ben, c'est ça. Là. Donc, pourquoi un politicien... Puis j'ai une idée de la réponse, là, mais je vais te laisser aller. Pourquoi un politicien se dit « Hey, politiquement, c'est bon, je vais faire ça? Hey, » Dans 2 paliers, là, provincial et fédéral. Parce que les détenteurs de capitaux, c'est vu comme des gens qui sont riches. Les riches sont méchants. Et on peut casser du sucre sur le dos d'une personne riche. Mais le problème, c'est que la taxe sur le gain en capital n'est pas payée par les gens riches. Fait que ce que tu vas avoir, c'est des gens généralement très incompétents, comme ceux qui sont à l'Institut de recherche, je mets les recherches entre guillemets, et d'information socio-économique, l'IRIS. Je les ridiculise parce qu'ils vont dire ça constamment. Fait qu'ils vont souligner, par exemple, qu'au Canada, si tu regardes la distribution de qui paye la taxe sur le gain en capital, c'est des gens qui font plus de 150 000 par année, donc des gens riches selon eux. Hey, ça, c'est riche en poil vert. Écoute, mets ça de côté, là, à quel point c'est quoi riche pour eux. Mais l'affaire, c'est que le 150 000, les seuils qui sont mentionnés, c'est en incluant le revenu qui vient avec le gain en capital. Fait que toi, si tu as une petite business que tu as vendue pour, disons, 100 000 $ une année, mais que ton revenu annuel d'entreprise, c'est 50 000 bien, cette année-là, tu es considéré comme un riche parce que cette année-là, tu as eu ton gain en capital. Fait que tu vas payer. Si t'enlèves le gain en capital, au lieu d'être le 77 ou 80 % qui va être mentionné dans certaines années, c'est juste 48 %. Et en fait, ce que tu as, c'est que, par exemple, regarde, je vais donner les chiffres, le 20 % des impôts de la taxe du gain en capital est payé par les gens en bas de 50 000. Wow. Un autre 20 % est payé par ceux entre 50 et 100 000. Un 14 % entre 100 000 et 150 000 et 48 % c'est par des gens qui, normalement, font en haut de 150 000. Donc, c'est pas juste des millionnaires qui font ça. On parle de gens, entre autres, de gens qui viennent des gens qui ont des petites entreprises, qui liquident leurs petites entreprises, qui vendent des actifs quand ils liquident leurs petites entreprises, mais qui sont nullement des millionnaires. Et qui n'avaient pas calculé ça de même, là. Tu sais, qui n'avaient pas, à un moment donné, aussi changé les règles du jeu quand tu t'es parti d'une entreprise en 1995, où tu as investi un montant dans quelque chose tu t'attendais pas à ce que 20 ans, 30 ans plus tard, on te revire ça comme une crêpe en disant finalement tu vas payer. Tu sais, je veux dire, ça vient jouer dans les retraites, ça vient jouer d'un paquet d'affaires. Là, puis oui, le réinvestissement, tout ce que tu as expliqué, mais dans la vie du monde, dans le concret. Dans le concret, ça compte pour beaucoup, surtout que, puis là, on a un épisode d'inflation. Parce que tu peux dire entre 1990 puis 2020, l'inflation chaque année, c'était 2 %. C'était pas particulièrement dramatique, mais maintenant, le gars là, qui vend son entreprise après qu'il y a eu du 4, 5, 6 % d'inflation pendant plusieurs années, ce 4, 5, 6 % d'inflation, ça va créer un faux gain en capital qui est gigantesque relativement au point d'achat. Mais ça ne sera pas un gain réel aussi important. Donc, tu es en train d'encore plus le taxer sur l'inflation. Fait que quand les gens mentionnent ça, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que non seulement on va taxer selon quelque chose qui n'est pas aussi pro-riche qu'on croit, mais en plus, on va s'assurer qu'une taxe qui est déjà régressive, parce qu'il faut comprendre que les gens qui payent le plus les coûts économiques de l'inflation, c'est les gens dans le bas 80 % de la population, les gens qui ont des revenus fixes, les gens qui n'ont pas de revenus avec autant d'actions, donc des gens comme toi, moi et le commun des mortels, alors que les gens les plus riches sont très bien protégés de l'inflation. Ah oui. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en plus de t'avoir imposé de l'inflation, je vais te taxer sur cette inflation-là qui t'a rendu plus pauvre. C'est le ridicule consommé de l'accumulation de mauvaises politiques publiques ici est absolument sidérant. Et dans le commentaire de Pat, il y avait comme une sous-question. Peut-être l'expliquer aussi pourquoi le Québec emboîte le pas, parce que le Québec fait tout le temps ça. À moins que je me trompe, là, mais le Québec, aussitôt que tu lui donnes une chance de monter ses impôts, ses taxes, il s'est rarement gêné dans l'histoire moderne. Je pense à l'épisode où Harper a baissé à TPS de 2 points. On s'est dépêché de monter à tes véhicules. Donc, c'est un peu ça. Dans le fond, le Québec, lui, il se pose pas de questions. Du moi, j'embarque. Si on taxe, on taxe. Parce que les provinces ne l'ont pas fait, hein? Faut jamais sous-estimer, à l'exception de l'épisode 2014 à 2018, la capacité du gouvernement du Québec de toujours choisir la pire manière possible de couper un déficit. C'est systématiquement. Parce que si tu regardes la littérature,
dès que tu coupes un déficit, c'est pas facile. Okay? Mettre l'ordre dans les finances publiques implique un ajustement qui est difficile. C'est pour ça que les gens qui disent ça, on peut le faire facilement, ils mentent. Tout effort de déficit, de réduction d'équilibre budgétaire est un exercice difficile à faire. Maintenant, il y a des manières de t'empirer la vie et une de ces manières-là, c'est de fermer le déficit en augmentant les taxes. Ça, c'est la pire manière possible. En fait, quand tu regardes, il y a des travaux comme par exemple Alberto Alessina, regarde c'est quel type de programme d'équilibre budgétaire qui reviennent le plus rapidement à la croissance économique positive, donc que les coûts de l'ajustement économiquement sont les plus petits. Bien, ceux qui ont le moins de coûts et qui ont la reprise la plus rapide, ce sont les ajustements qui sont basés sur la coupure des dépenses et non pas les ajustements qui sont basés sur l'augmentation des taxes. En fait, ceux qui sont basés sur l'augmentation des taxes, non seulement ils imposent des gros coûts économiques, mais souvent, tu n'es même pas capable de réussir l'effort d'équilibre budgétaire en faisant ça, alors que si tu le fais avec les dépenses, tu as une meilleure chance de réussir, mais aussi tu minimises les coûts économiques d'un ajustement. Le Québec a décidé que de remettre en question, puis ça, c'est la chose que je ne comprends pas de la CAQ, étant donné qu'ils nous avaient parlé pendant des années du problème d'un État trop obèse au Québec, ont décidé de, écoute, t'es pas assez gros, on va t'amener chez McDo, on va te doper au Big Mac, tu vas prendre un autre Big Mac, puis si t'as encore faim, tu peux continuer de grossir. Puis ce qu'on va faire, c'est que quelqu'un d'autre va payer la facture encore une fois. Et ben, c'est la situation dans laquelle on se retrouve présentement. Le gouvernement a décidé que pour équilibrer le budget, pour mettre en ordre la maison fiscale, il allait faire la pire solution possible, c'est-à-dire d'augmenter une des taxes qui a le plus de coûts économiques de long terme. Incroyable. Et en terminant, parce que tantôt, tu as quand même eu la candeur et l'honnêteté de nous dire que tu savais pas si c'était légal ou pas, ben écoute, il y a un professeur quand même, un professeur de droit à l'Université de Montréal, Stéphane Beaulac, qui s'est penché sur le sujet. Et lui nous dit c'est illégal, donc la primauté du droit, c'est ce qu'il évoque. L'Agence du revenu du Canada n'a pas le pouvoir inhérent et doit s'appuyer sur un texte de loi pour prélever des impôts. Je ne sais pas ce qui se passe dans la maison des fous, Vincent, mais c'est pas ce qui arrive présentement. Tu as l'Agence du revenu qui a décidé de le faire quand même. Écoute, je vais citer Pompée Magnus quand le sénateur Romain Cicéron avait dit nous avons des lois. Oui. Et Magnus avait répondu « Pourquoi me citer des lois à moi qui porte une épée? » L'idée ici, c'est que le politique, souvent, peut bien ignorer ce qui est écrit sur des morceaux de papier, ce qui donne force à des contraintes et qui donne force à the rule of law, comme on dit en anglais, c'est le fait que des politiciens peuvent être évincés via des élections, qu'ils peuvent être punis, mais aussi qu'il existe des contraintes contre eux, soit dans le long terme, parce que nous, on peut se déplacer d'une municipalité à une autre ou d'une province à une autre. Et donc, ils ont une punition un peu quand nous, on peut s'exprimer par d'autres moyens. C'est ça qui donne force. Fait que, une punition appliquée aux 4 ans quand même, si je peux me permettre. Là, 4 ans, ça peut être long, là. Oui, mais c'est une des meilleures choses qu'on peut dire de la démocratie. La menace d'une punition pour continuer d'être au pouvoir est probablement un des meilleurs aspects de la discipline qu'il n'y a pas. Me fier à je suis assez bon historien économique pour dire que se fier uniquement à ce qui est écrit sur un morceau de papier, c'est pas ça. C'est pas nécessairement la meilleure des garanties. Vincent, excellente première chronique. C'est parti pour l'année. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Salut, bye.